Bonjour à tous. Donc, ma présentation est donc sur la transposition de l'article 17 en France et en Europe. Et cette présentation est concentrée sur le monde de l'image fixe. Okay, donc, elle n'est pas exhaustive sur l'article 17, je vais le préciser tout de suite. Donc, 2 mots sur la directive d'abord, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse très bien. Cette directive très ambitieuse adoptée en 2019 a pour ambition de rétablir l'équilibre de l'écosystème numérique en rééquilibrant le rapport de force du partage de la valeur entre les ayants droit qui partagent leur contenu créatif en ligne et les plateformes qui sont valorisées par ce contenu créatif et qui captent l'intégralité de la valeur générée en ligne. Enfin, pratiquement l'intégralité, en tout cas pour la photo, on peut dire l'intégralité. Dans un tel contexte, il est évident que ça a été une directive très controversée, qui reste très controversée et qui a été l'objet et qui est toujours l'objet d'un lobbying très intense également au niveau national. Alors, voici les articles principaux dans le domaine de l'image fixe. Les plus connus sont l'article 15 qui établit un droit voisin pour les éditeurs de presse et pour les agences de presse, et donc ce fameux article 17 qui établit un nouveau régime juridique pour les plateformes pour le contenu créatif qui est partagé sur ces plateformes. Alors, on va les appeler plateformes le long de ma présentation. C'est beaucoup plus simple et compréhensible que le terme utilisé dans la directive qui est fournisseur de services de partage de contenu en ligne. Alors, le voici, ce fameux article 17. Si vous trouvez que ma slide est un peu compliquée, c'est qu'en effet, l'article est très complexe. Je ne vais pas être exhaustive sur cet article 17, je vais me concentrer sur ce qui concerne la photo, enfin l'image fixe, disons, en premier plan. Donc, régime de responsabilité, ce qui signifie que les plateformes, certaines plateformes, sous certaines conditions, sont responsables de certains contenus quand celui-ci est téléversé sur leur plateforme. À partir du moment où la plateforme est considérée responsable, elle doit obtenir une autorisation. Alors, une autorisation, généralement, c'est par une licence. Okay, donc, quand il y a une licence, disons, tout se passe bien, en gros. Les problèmes commencent au niveau de la directive quand il n'y a pas d'autorisation. Alors, à partir de ce moment-là, d'une part, la directive s'attache à réduire la responsabilité des plateformes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se libérer de cette responsabilité si elles prouvent qu'elles ont fait leur best efforts. Donc ça, c'est le mot anglais qui est souvent utilisé quand on parle de cette directive. Donc je vous demande de le retenir, les best efforts, leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation. Donc des négociations qui n'ont pas abouti, c'est pas la faute de la plateforme. Et surtout, elles doivent faire en sorte de garantir l'indisponibilité des œuvres et faire de nouveau leurs meilleurs efforts pour éviter que ces œuvres soient téléversées dans le futur. Alors là, on voit tout de suite que se pose un problème technique technologique qui n'est pas résolu, qui n'est pas répondu par la directive. Et c'est là que la grande majorité des débats autour du match fixe a lieu. C'est-à-dire, est-ce possible? Comment est-ce possible? D'autant plus que la directive, d'une part, oblige les plateformes à respecter les exceptions dont bénéficient les internautes. Alors, par exemple, pour l'image fixe, ce sera les mêmes exceptions, parodie, caricature, les mêmes ne peuvent pas être bloqués. Donc ça, et d'autre part, la directive interdit ce qu'ils appellent la surveillance généralisée, c'est-à-dire ce qu'on a en fait dans les débats, on appelle ça les upload filters. Donc, comment faire pour bloquer ce contenu sans utiliser des méthodes de filtrage automatique généralisées? Selon les opposants à la directive, ceci est impossible. Et c'est sur ce sujet, surtout dans l'image fixe, que j'ai envie de dire que la transposition de l'article 17 bloque. Sur la question du blocage ou plutôt de l'overblocking. Alors, en étant de la transposition au niveau national, la bataille de la directive continue. D'une part, au niveau européen, déjà, la Pologne
a déposé plainte contre l'article 17 auprès de la Cour de justice de l'Union européenne au nom de la liberté d'expression. On bloque du contenu, ça va contre la liberté d'expression selon la Pologne. Il est clair que si la Cour de justice de l'Union européenne donne raison à la Pologne, l'article 17 sera sans doute vidé de son sens, n'aura plus lieu d'être. C'est le premier problème. La décision a été attendue en avril, elle a été repoussée au mois de juillet, après la date de transposition de la directive. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on attend aussi les recommandations de transposition de l'article 17 de la Commission européenne. Elles devaient être publiées en décembre 2020. On les attend toujours. J'ai encore vérifié ce matin. Elles n'ont toujours pas été publiées. Alors, ces orientations, enfin, en tout cas, le projet d'orientation de la Commission européenne a également fait l'objet de beaucoup de débats et de notre point de vue, les ayants droit, et quand je parle des ayants droit, là, je parle de les ayants droit représentant l'intégralité des industries créatives, nous estimons que ce projet d'orientation remet en cause l'équilibre qui a été trouvé au cours des négociations sur la directive, remet en fait en cause l'article 17 lui-même dans certains points importants. C'est plutôt des orientations qui, disons-le, d'une certaine manière, sont pro-consommateurs plutôt que pro-ayant droit. Dans le cadre de ma présentation, je vais mentionner 2 points. Le point des seuils, par exemple, ces recommandations se calquent sur les pratiques des plateformes telles que l'usage des seuils. Alors, qu'est-ce que c'est que les seuils? Alors, les systèmes de blocage sur Internet existent déjà. Le Content ID de YouTube, c'est un filtre. Et ce système de blocage, généralement, utilise des seuils pour déterminer à partir de quand ils vont bloquer le contenu. Donc voilà, donc ça c'est reconnu par la Commission, ça n'apparaît nulle part dans la directive. Autre chose, les recommandations de la Commission européenne recommandent la licence collective étendue comme un moyen de donner autorisation. Et ça, on verra, ça peut avoir aussi son importance dans l'image fixe. Alors, en étant la transposition au niveau national, un mois avant la date limite du 7 juin 2021, c'est simple. Seulement 2 pays ont transposé la directive et l'article 17, c'est les Pays-Bas et la Hongrie. Dans un certain nombre de pays, il existe des propositions, soit de loi, soit d'ordonnance, dont la France. Ces propositions sont généralement verbatim, c'est-à-dire qu'elles reprennent presque mot pour mot, enfin j'exagère un petit peu, le texte de l'article 17, ce qui signifie qu'elles ne donne pas de solution aux problèmes techniques, enfin pratiques posés par cet article 17. Alors, quels sont-ils, ces points qui nécessitent clarification? C'est ce qu'on va voir maintenant dans ma deuxième partie. Alors d'abord, les plateformes. Il faut qu'on s'entende sur quelles plateformes en ligne sont concernées. De manière générale, on peut dire que c'est les réseaux sociaux, du type Facebook, Instagram ou Twitter. Alors après, pas toutes les images de ces réseaux sociaux. Généralement, je prends comme exemple Twitter. Voici 2 images de Twitter. La première, sur la gauche, c'est un hyperlien. Donc, la photo n'a pas été téléversée et donc, elle n'est pas protégée par l'article 17. En revanche, elle sera protégée par l'article 15 parce qu'il s'agit d'un produit de presse. Par contre, à droite, les photos, visiblement, ont été téléversées, donc elles sont protégées par l'article 17. Donc, pas tous les réseaux sociaux. Ce point va faire l'objet, sans doute, de débats au moment des négociations. Quelles images sont incluses? Donc, YouTube, point d'interrogation. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec leur interprétation, c'est bien clair. Sinon, par contre, ce qui est clair, c'est que les moteurs de recherche d'images, type Google Images, ne sont pas inclus. Cela donne tout son sens au rapport du CSPLA de février 2020 sur les services automatisés de référencement d'images sur Internet. Ce rapport et les propositions comblent en fait une lacune de la directive sur ce point. Alors, quel type de contenu? Alors là, on va aller très vite parce que c'est assez facilement compréhensible. Donc, on a déjà vu des contenus téléversés. Il faut aussi ici indiquer clairement que quand une licence
Quand une licence existe, elle couvre tous les usages des utilisateurs. Donc, par exemple, on a parlé des mèmes. Tout ce genre d'actions sont couverts, ce qu'on appelle ici les usages non commerciaux commerciaux. Donc ça, ensuite, la taille limite, les seuils. Alors, les seuils sont évoqués dans le projet de recommandation de la Commission européenne, comme on l'a vu, et font partie également de la proposition de loi allemande qui existe. Donc, pour les photos, le seuil pour les images, ça serait 125 kilobytes. Au-dessous de ça, les photos, c'est une exception en fait rémunérée. Donc, nous, on est contre. Ensuite, se pose aussi le problème des amateurs et des professionnels. Et là, le type de licence n'est pas neutre. On va parler des licences. Licence directe, rien à dire, on connaît. Licence collective, en France, on connaît aussi la gestion collective obligatoire. Et là, il faut parler de la nouveauté introduite par la directive, qui est la licence collective étendue, sur la base de son article 12. Alors, la licence collective étendue est la voie choisie, par exemple, par les Allemands, de manière très claire. Et dans l'image, c'est une possibilité dont on discute beaucoup, alors qui est envisagée également par les sociétés de gestion. Donc, je pense qu'il faut qu'on le réfléchisse. Alors, la licence collective étendue est-elle une solution ? Alors, elle est utilisée depuis de nombreuses années dans les pays nordiques, mais pas seulement. Également dans certains domaines très limités, comme la numérisation des œuvres non disponibles dans les pays de l'Est. L'article 12 de la directive permet son introduction dans l'ensemble des États membres. Son introduction est facultative et elle a déjà été introduite dans la loi des Pays-Bas et elle figure au projet de loi en Allemagne. Le rapport du CSPLA sur les moteurs de recherche d'images propose aussi son introduction. Alors, quel est son principe ? Il faut comprendre deux choses essentiellement. D'abord, il faut que l'OGC soit considérée comme représentative de l'ensemble du secteur de l'image. Donc, les photographes, par exemple, doivent être aussi représentés par cette OGC même. Ensuite, la licence vont couvrir l'ensemble du répertoire, mais aussi les licences vont s'étendre aux auteurs qui ne sont pas membres de l'OGC, même s'ils ignorent l'existence de cette OGC. Donc, c'est pour ça qu'un système de opt-out est mis en place avec un système de publicité. On comprend, ceci dit, on a compris le principe que la licence collective étendue est la solution à l'overblocking dans la mesure où elle comprend tout, elle couvre tout. Donc, ça donne une certaine sécurité juridique et elle couvre tous les usages. Alors, ceci dit, il existe quand même un certain nombre de questions qui sont ouvertes et auxquelles il faut répondre si on se décide pour la licence collective étendue. D'abord, en effet, sa représentativité, il faut être bien sûr qu'elle représente tout le monde. Ensuite, quelle est de la représentation des ayants droit, notamment non nationaux, parce que les licences sont nationales uniquement. La répartition tout le long de la chaîne de la valeur, notamment pour les agences qui ne disposent pas d'un droit voisin et pas toujours des droits exclusifs sur les photos. Les semi-professionnels, est-ce que les OGC vont vouloir s'embêter avec tout le monde qui vient frapper à leur porte ? En principe, selon le droit, oui, on est bien d'accord, mais en pratique, ça va être difficile. Et puis, bien sûr, l'identification et la répartition. Et là, on doit se poser la question de la technologie. Quelle technologie utiliser ? Donc, j'en arrive à ma dernière partie, qui est sur le rôle de la technologie, sur lequel je voudrais insister. Au CEPIC, on s'est beaucoup battu pour la reconnaissance de la technologie dans la directive. On a beaucoup insisté sur le fait que la technologie offrait une possibilité réelle d'appliquer l'article 17. Nous savons très bien que c'est un work in progress, mais il faut soutenir les innovations technologiques. C'est également l'apport principal du rapport Mauchon. Je l'ai appelé comme ça pour ma présentation, rapport Mauchon. La technologie a son rôle à jouer dans l'application de l'article 17. C'est un rôle central dans la conclusion des accords de licence et ils peuvent permettre la monétisation des contenus. Et l'article 17 a vocation à prolonger et élargir une dynamique favorable à la création.
Nous sommes tout à fait d'accord avec ces conclusions du rapport Mauchon. Ceci dit, nous avons aussi conscience que la technologie, c'est un work in progress. Il y a le problème de la préservation des métadonnées. C'est pas vraiment un problème pour les ayants droit, la plupart renseignent les champs IPTC, mais c'est plutôt le problème que les champs IPTC, les métadonnées sont effacées au moment du téléversement. L'accès aux informations des plateformes, c'est elles qui ont toutes les informations. Donc, il faudrait les ouvrir et sans frais pour les ayants droit. L'interopérabilité des outils. L'article 17, en fait, c'est un nouveau marché. Donc, il va y avoir de nouveaux acteurs sur ce marché. Donc, il faut être sûr que tout ça va bien marcher, va être cohérent. Et puis, bien sûr, les plateformes devraient participer aux initiatives existantes en matière d'identification. D'une manière générale, la coopération des plateformes est nécessaire. C'est cette notion de best efforts que j'ai indiquée au début lors de la présentation de l'article 17. Alors, je vais terminer ma présentation par une note positive. La directive, comme vous l'avez vu, n'est pas encore transposée en droit national dans la grande majorité des États de l'Union européenne. Et pourtant, on voit déjà des modifications dans le marché numérique. Notamment, on voit émerger des fonctionnalités et des systèmes d'identification qui sont développés par les plateformes elles-mêmes. En 2018, avec Google, le CEPIC a développé le Licensable Badge qui permet certains champs IPTC seront affichés dans le viewer. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, Facebook, Twitter et Pinterest ont développé depuis 2019 des systèmes d'identification pour les images. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ils existaient avant pour la musique, pour la vidéo, mais pas pour les images. Et ces systèmes d'identification permettront d'avoir une idée précise des usages. Donc, voilà, je termine sur cette note optimiste, sachant que les questions à résoudre pour vous au niveau national restent celles-ci. La licence collective étendue est-elle nécessaire, est-elle souhaitable? Et vous penchez sur le rôle évolutif de la technologie dans l'identification des ayants droit et dans l'esprit de la directive des droits d'auteur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour les petits problèmes techniques. J'espère que vous avez quand même compris l'essence de ma présentation. Vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Merci beaucoup.